Alberto Moravia est né à Rome en 1907. Dès l'âge de 19 ans, son premier roman le propulsa vers la renommée. Son œuvre comprend non seulement des romans, mais aussi des essais, des nouvelles, des récits de voyage. Alberto Moravia est d'origine juive, et bien qu'il nie l'existence de Dieu, il est hanté par les grands problèmes de la morale. Alberto Moravia est interviewé à Rome par Denise Bombardier. Alberto Moravia, vous avez déjà déclaré « J'écris pour savoir pourquoi j'écris et je vis pour savoir pourquoi je vis ». C'est donc dire que la curiosité est une dynamique importante, fondamentale de votre vie. Oui, le dynamisme au fond de la vie et de la réalité, oui. C'est-à-dire, je dis que je vis pour savoir pourquoi je vis et j'écris pour savoir pourquoi je vis parce que, au fond, on va en avant avec l'illusion d'arriver à quelque chose. Alors, on arrive quelquefois. Mais cette curiosité fondamentale, c'est contradictoire avec l'ennui. Or, l'ennui est aussi une des obsessions de votre vie. L'ennui, c'est une stimulation. Ça pousse au changement. J'ai même cherché d'expliquer toute l'histoire du monde, des Romains jusqu'à aujourd'hui, avec l'ennui. Ils s'ennuyaient d'une chose, ils en faisaient une autre. Mais l'ennui, ça peut être aussi très négatif et très peu productif. L'ennui, c'est une forme d'angoisse par laquelle on sent qu'il faut en sortir, qu'il faut changer. Est-ce que vous avez commencé à écrire parce que vous vous ennuyiez? Vous étiez malade à ce moment-là, vous étiez dans un sanatorium? Donc j'ai eu une vocation véritable. J'ai commencé à écrire à 9 ans. Et je me racontais des romans à moi-même, à haute voix, avant même d'écrire. C'est-à-dire que je suis né romancier, je suis devenu écrivain. On ne peut pas naître romancier. On ne peut pas devenir romancier. Il faut naître. Il faut avoir le goût de raconter. On peut devenir écrivain. Et alors, oui, j'ai commencé tout de suite après un séjour au sanatorium d'environ 2 ans, en octobre 1925. Je n'avais pas encore 17 ans. J'ai commencé Les Indifférents. Et voilà. Est-ce qu'on peut être un bon écrivain si on ne sait pas raconter? Non, voilà. Un bon écrivain n'est pas nécessairement un conteur, un romancier. Il peut le devenir parce qu'il a du talent, il a une sensibilité, une culture, et même s'il a une inspiration poétique. Mais le romancier, c'est quelque chose de très spécial. C'est une forme de vie imaginaire dans l'action, qui commence réellement comme quelque chose qu'il faut faire, pas tellement raconter comme faire. Oui. Est-ce qu'on peut être un bon romancier si on n'a pas des préoccupations morales? Autrement dit, est-ce qu'un romancier n'est pas nécessairement un moraliste? Le romancier, en somme, le romancier doit récupérer une image totale du monde. Alors, il n'y a pas d'image totale sans morale. Un conteur, un narrateur de contes, de nouvelles, peut se passer peut-être d'une image morale, mais le romancier, difficilement. Il a besoin d'une idéologie, d'une image morale, d'une pensée, d'une idée, par laquelle il pourra mettre un ordre dans le chaos de la réalité et nous restituer une image totale du réel. Quelles sont les valeurs qui, pour vous, sont les valeurs les plus importantes sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour faire votre œuvre de romancier? Oh, la littérature. Je crois seulement à la littérature. C'est-à-dire? Les valeurs littéraires, ce sont des valeurs universelles qui disent tout. Enfin, il y a tout dans la littérature. Il y a Dieu, la réalité, le mystère, l'univers, il y a tout. Je ne sais pas si je crois des autres choses. Mais à la littérature, j'y crois fermement. Est-ce que vous avez déjà été tenté de croire en Dieu? Non, j'ai eu une... Vous savez, ce qu'on dit, l'antogène répète la phylogène. C'est-à-dire, j'ai cru en Dieu lorsque j'étais tout petit. Et puis, c'est lentement, ça a évolué d'une façon assez logique vers d'autres choses. Mais il y a des gens qui, avec l'âge,
Et ceux qui ont déjà... Non. Je pense qu'on donne le nom de Dieu au mystère. Alors à ce moment-là, je m'accommode très bien du mystère. Je ne crois pas aux explications des savants et des curés. Le mystère me va très bien. Mais vous avez déjà déclaré au sujet du mystère, justement, que le mystère ne vous intéressait que dans la mesure où il y avait une solution. Or, quand il y a solution, Non, il n'y a pas, plus... non, pas absolument. La solution m'intéresse justement parce qu'il y a un mystère. S'il y a une solution, il n'y a plus de mystère. Il y a toujours un mystère, même dans la solution. Non, je veux dire par là que tout est très mystérieux, n'est-ce pas? Il faudrait recommencer toujours de nouveau. Donner une solution, regarder la solution et voir qu'elle est mystérieuse, qu'elle n'explique rien, qu'elle est provisoire, la solution. Voilà. La préoccupation pour le mystère, c'est une préoccupation religieuse. Oui, au fond, oui. Mais vous savez, il y a aussi il y a même une théologie sans Dieu, n'est-ce pas? On le sait bien. Oui, dans ce point de vue-là, oui, c'est religieux, c'est cosmique, en somme. Mais quand on est un auteur italien, qu'on vit dans le contexte occidental de la chrétienté, on ne peut pas ne pas être influencé par la culture chrétienne. Ah oui, nous sommes tous chrétiens. Seulement, voilà, c'est devenu une culture, c'est devenu une façon de penser, c'est presque instinctif, c'est une deuxième nature. Et de quelle façon cette culture chrétienne, à votre avis, est-elle présente dans votre œuvre? Enfin, n'est-ce pas, en général, je pense qu'être chrétien, c'est ne pas faire aux autres ce qu'on nous faut. On ne veut pas que ce soit fait à nous-mêmes. Toute la base est là. Et ce n'est pas nécessairement une idée de Dieu qui est liée à la morale chrétienne. C'est une morale éthique, c'est un rapport avec les autres. Si je devais réellement choisir une religion, au fond, je choisirais le bouddhisme. C'est une religion philosophique. Mais enfin, je pense que le christianisme a dit les mêmes choses, peut-être mieux. Oui. Il y a un grand thème aussi dans vos romans, ce sont les rapports entre les hommes et les femmes. Ce sont les rapports amoureux, au fond. Oui, évidemment. Et dans vos romans, dans les rapports amoureux, ce sont toujours les femmes qui s'en sortent mieux que les hommes. On a toujours l'impression que l'homme est presque victime de la relation amoureuse. Voyez-vous, l'homme est intégré, depuis toujours. Notre civilisation est masculine. La femme, pour ainsi dire, elle est à demi sauvage. Elle est avec un pied dans la civilisation, dans la société, et un pied en dehors. Il y a une partie de naturel dans la femme très forte, heureusement. Alors, oui, le domaine de l'amour est un domaine féminin en partie. Et surtout, la femme s'y exprime avec plus de liberté que l'homme. L'homme, réellement, il traverse un mauvais moment actuellement. Parce que l'homme est social, et la société ne va pas très bien. C'est le moment des femmes, il faut l'avouer. Et les femmes, pour vous, sont évidemment plus mystérieuses que les hommes, elles sont plus près du mystère. Oui, justement, je dis, elles ont un côté naturel que l'homme a, pour ainsi dire, oublié, ou mis de côté. Et ce côté naturel est très... Enfin, c'est très près de la poésie. La littérature, la poésie se nourrit plutôt proche de la nature, elle n'est pas artificielle du tout. Oui. Elle tire l'inspiration de la nature. Vous êtes le plus grand écrivain italien de votre génération. Vous avez exprimé l'âme italienne. Ah, vous savez, les limites des nationalités, ce sont enfin, c'est la culture, évidemment, la langue. Oui. Mais enfin, l'âme italienne, on ne sait pas ce que c'est. Les Italiens ont été autour de rôle de tas de choses. L'âme italienne, pour vous, ça n'existe pas? Elle existe a posteriori, lorsqu'on la peinte. Mais comme ça, en parler comme ça, comme d'une chose qui existe, il est très difficile. Moi, voyez-vous, je crois très peu aux généralités. Je comprends très bien qu'il y ait Jean, Pierre, Jeanne, Yvonne, ça va. Mais quand on me parle des femmes, des pays, des sociétés, alors mon enthousiasme s'éteint.
Mais est-ce que, par exemple, l'expérience du fascisme dans ce pays n'a pas quand même teinté votre œuvre beaucoup? Ah oui, c'était une expérience. Et comment? Même, je vous dirais une chose, que notre caractère, notre vie est façonné beaucoup plus par les choses qu'on est forcé de faire que par les choses qu'on fait. Alors moi, j'ai eu 3 choses dans ma vie que je n'aurais vraiment pas voulu, que j'étais forcé de faire, enfin de subir. C'était le fascisme, c'était la maladie et la guerre. Alors, les 3 choses, j'aurais bien évité de les avoir, mais je les ai eues. Ça m'a beaucoup... enfin, ça a créé mon caractère, enfin. Oui. La maladie avant tout, et puis le fascisme, et puis la guerre. Et quelle sorte d'influence ça a eu dans votre œuvre, dans vos livres? La maladie, par exemple. La maladie, beaucoup. Il aurait mieux valu être heureux. On fait de belles choses aussi dans le bonheur. Mais est-ce que On dit assez stupidement que la maladie et les souffrances font écrire, donnent inspiration, mais ce n'est pas vrai. vous ne croyez pas ça? Non, pas du tout. Regardez Mozart. Mozart était un très grand musicien, il était plus ou moins heureux. Mais est-ce qu'on peut être un artiste et est-ce qu'on peut désirer créer s'il n'y a pas une angoisse derrière qui est provoquée soit par la maladie? Assez d'angoisse déjà dans la vie. La douleur excessive risque de stériliser une personne. J'ai même écrit une fois un article sur l'Union soviétique en disant que à un certain degré de douleur, on crée. Mais à un degré beaucoup plus grand, on ne fait plus rien. Comme en Union soviétique sous Staline, on est complètement détruit. Est-ce que dans l'histoire italienne, dans l'histoire de ce siècle, il y a des périodes où vous avez écrit avec plus d'énergie à cause de l'absence d'une de ces 3 choses, la maladie, la guerre? Non. J'ai écrit seulement par une poussée intérieure. C'est une habitude physiologique pour moi écrire. C'est-à-dire, il paraît, c'est les médecins qui m'ont dit ça, que j'ai introduit la question d'écrire, l'écriture, dans le rythme physiologique de ma journée. Je ne pense absolument rien le reste de la journée et je ne pense même pas quand j'écris, parce que j'écris avec tout mon corps. On n'écrit pas avec la tête. Hein. Et voilà, tous les matins j'écris. J'ai écrit toute la vie depuis 16 ans. Je n'ai jamais eu des raisons extérieures. Sinon, le plaisir d'écrire. Mais est-ce qu'il y a plaisir d'écrire? Ah oui, si on n'est pas inspiré, si on ne trouve pas de plaisir, il faut mieux faire quelque chose de différent. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il y a des écrivains qui disent... Le plaisir, c'est la base de la vie. Oui. Mais il y a des écrivains qui disent écrire dans la souffrance, dans le déchirement. Vous ne croyez pas? Il faut dire beaucoup de choses là-dessus. Il faut voir quel écrivain. On a beaucoup parlé de Flaubert, par exemple, dans son Gauloir, etc. Mais il faut se souvenir d'une chose, que Flaubert partait d'un degré de littérature romantique qui était très informe. Il n'avait pas un héritage de style comme Stendhal, qui était en effet un écrivain très heureux. Flaubert a dû recréer un style de nouveau. C'était le style du réalisme, du naturalisme. Il a trouvé le romantisme, c'est-à-dire une sorte de boue d'écriture, qui n'était plus une écriture traditionnelle, n'est-ce pas? Il a dû la créer, cette tradition. Alors on explique sa souffrance. Mais en dehors de certains cas, je pense qu'écrire soit un plaisir, dans un sens comme ça qu'on s'exprime. Hein? C'est aussi assurer la pérennité. La pérennité de quoi? De l'écriture. Et de sa propre vie. Oui, c'est ça, oui, en effet. Il faut dire une chose, on n'écrirait pas si on ne se croyait pas immortel. Sans le savoir, tout le monde se croit immortel. Autrement, on pensait à la mort, on ne ferait plus rien. Mais, ceci dit, on écrit comme ça, parce que, comme il y a des oiseaux qui chantent, comme ça on écrit, enfin, avec une certaine méthode. Hein. Même les oiseaux chantent avec méthode, avec technique. Hein. C'est pas un chant comme ça, sans limite. Ouais. Et si écrire, c'est assurer en quelque sorte l'immortalité, c'est donc à ce moment-là, on a donc à ce moment-là, au moment où on écrit, un sentiment de pouvoir quand même, d'une espèce de... Pouvoir? Oui? Non. Non, voyez-vous, ce que j'appelle l'immortalité, c'est le fait que devant la mort, l'homme cesse d'être un individu et devient un membre de l'espèce. Or, l'espèce est éternelle.
Alors, la plupart des gens se tirent d'affaire avec les enfants. Les artistes, ils ont beaucoup de chance. Ils pensent de laisser quelque chose qui peut durer toujours. Mais ceci dit, l'immortalité se rejoint dans un instant, dans l'instant dans lequel on la sent. Tout le reste ne compte pas beaucoup. Il y a des moments dans lesquels on écrit, on a dit, voilà, j'ai écrit quelque chose qui ne périra pas, voilà, c'est tout. Et quand on est comme vous, connu dans le monde entier, Oui. est-ce que ça n'ajoute pas à ce sentiment d'immortalité? Ah non. Même, je vous dirais que c'est une chose de laquelle je ne me souviens jamais. Je m'en souviens comme ça parce qu'il y a des interviews ou des choses comme ça, ou des lettres, mais autrement, ça n'a aucun rôle dans ma vie, le fait d'être connu plus ou moins. Même que, au fond, on écrit parce qu'on se croit seul et inconnu. Donc, si on écrit parce qu'on se croit seul et inconnu, le fait d'être très très connu on ne doit pas en tenir compte du tout alors. Ne compte pas, oui, en effet. Pas du tout. Mais c'est Le fait d'être connu compte au point de vue matériel. On est peut-être un peu plus payé que les autres, mais pas tellement. Ouais. Mais c'est difficile à croire quand même que quelqu'un comme vous n'ait pas la conscience qu'en écrivant, c'est toute la terre qui sait. Voilà, voyez-vous. Par exemple, actuellement, je me suis engagé dans quelque chose qui s'appelle la bombe atomique. Bon, là, j'ai reconnu que j'étais connu, dans le sens que je vais exploiter cette célébrité. Alors, à ce moment-là, je sens que j'ai quelques pouvoirs dans les mains, seulement pour cette raison. Parce qu'il s'agit de réveiller la conscience des masses, et là, il n'y a rien à faire. Si vous êtes connu, la chose s'arrange mieux que si vous étiez inconnu. Bien sûr. Justement, cet engagement sur la bombe atomique, est-ce que c'est l'engagement social le plus important que vous ayez eu dans votre vie? Non. Seulement, c'est le dernier. Mais vous ne vous êtes jamais... Je n'ai jamais aimé être engagé. Mais justement. Je pense que l'engagement, au point de vue littéraire, vous fait faire des mauvais romans et des mauvaises œuvres de propagande. Alors, ça ne sert à rien. J'ai même eu une fois une polémique verbale avec Sartre à propos de ça, à Royaumont, je crois, en France. Enfin, je ne crois pas à l'engagement, absolument pas. Vous parlez de Sartre, est-ce que pour vous... Mais je pense que la littérature vous donne des instruments pour vous engager comme citoyen ou comme homme. Les instruments sont le discours, le pamphlet, l'article, et comme ça, l'essai. Ça, c'est vrai. Je ne crois pas à l'engagement de l'art, parce que l'art, c'est la recherche de l'absolu, pour ainsi dire. Et la politique, c'est la recherche du relatif, du contingent. Mais en somme, oui, j'ai pris cet engagement envers moi pour des raisons privées. Voilà, je veux le souligner. C'est-à-dire que je sens très nettement le caractère métaphysique, et philosophique et psychologique de l'arme nucléaire. Même beaucoup plus que le danger que peuvent courir mes semblables. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je pense que l'arme atomique ne soit pas un fait militaire ou technologique, c'est un fait métaphysique. C'est-à-dire, voilà, entre l'arme atomique, ce n'est pas un accident. C'est-à-dire, on sort de chez soi, on est tué par une voiture. C'est un fait organique de notre civilisation. Ça fait partie de notre civilisation. Alors, puisque ça fait partie, il faut voir pourquoi. Mais est-ce que justement, ce n'est pas pour ça que quand même que la majorité des gens encore ne croient pas à l'hécatombe atomique? Ils n'y croient pas, mais elle n'y croit pas, en fait. Ils ne croient pas à la mort aussi. Mais pour les raisons que je vous ai dites. Seulement, voilà, la mort atomique est une mort réelle, tandis que la mort individuelle n'est pas une mort réelle parce qu'on devient membre de l'espèce qui est éternelle. Or, la mort atomique est une mort réelle parce que c'est la mort de l'espèce. Je suis convaincu qu'une guerre atomique, c'est la fin de l'espèce humaine. Alors, il y a une confusion dans les masses entre la mort et la mort atomique qu'il faut éclaircir.
La mort individuelle laisse les enfants, les œuvres d'art, la civilisation. La mort atomique ne laisse rien. L'idée de la mort individuelle n'empêche pas quelqu'un d'écrire, au contraire. Donc l'idée de la mort atomique, à la limite, vous empêcherait de créer. Oui, justement ce que je suis en train de dire. Oui. La mort atomique, c'est la mort totale, et donc la démoralisation totale. Donc il n'y a plus de raison d'être du tout. Il n'y a plus raison surtout de créer, aux deux points de vue, c'est-à-dire de faire des enfants ou de créer des œuvres d'art, de penser, etc. De quelle façon, quels sont les moyens que vous avez, vous, Albert Moravia, pour... éviter? Oui. Il y en a deux. Ils sont très différents. Un, c'est la raison. Il faut être raisonnable. Reconnaître qu'il faut se défaire de la bombe atomique. Même, je vous explique pourquoi. Il faut se défaire non pas de la bombe atomique, mais des armes non contrôlables. C'est ça mon point de vue. Les armes non contrôlables sont les armes bactériologiques parce que les épidémies vont partout, les armes chimiques parce que les gaz vont partout, et les armes atomiques parce que le fallout tombe partout. Ceci est dans l'intérêt des puissances atomiques, parce que s'ils jettent la bombe, ce sera eux les premiers à être frappés, et puis les neutrons, et puis encore tout le globe, et la Terre sera détruite. Ça, c'est la raison par laquelle je pense qu'il faudrait se libérer des bombes, des guerres, des armes non contrôlables et continuer, si on le veut, avec les armes contrôlables. À ce moment-là, vous aurez la guerre traditionnelle beaucoup plus méchante, peut-être beaucoup plus cruelle, mais qui ne touchera ni la Terre, ni les gens qui ne sont pas combattants. Je pense que on ne peut pas négocier l'arme atomique. C'est comme négocier la fin du monde. C'est une absurdité, une contradiction. Il faut se défaire totalement de l'arme atomique sans négociation au niveau éthico-écologique. Éthico, c'est-à-dire le rapport entre les hommes. Écologique, notre rapport avec la Terre. Alors ça, c'est un point de vue. C'est le point de vue de la raison. Qui, au fond, je crois que c'est encore l'atout plus grand qu'à l'humanité. Il y a un deuxième point de vue qu'on peut espérer qu'il vienne. C'est de créer le tabou de la guerre. On a le tabou de l'inceste, qui est un très grand succès. Parce qu'il faut avouer que dans le passé, les hommes couchaient avec leur mère et avec leur sœur, et vice-versa. Ils ont réussi à ne pas le faire. Aujourd'hui, dans la famille, vivent ensemble des personnes très jeunes, dans la fleur de l'âge, avec une force sexuelle formidable, et quand même, ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils ont des partenaires dans la même famille. Ceci est le tabou de l'inceste. Il faudrait créer le même tabou avec la guerre, c'est-à-dire de faire ainsi que la guerre ne passe même pas dans la tête de l'imagination, dans l'imagination de l'humanité. On m'a dit que c'était une imbécilité, ça. On l'a dit. Gluckman l'a dit, pour que vous le sachiez. Oui. Il a dit que j'ai dit des bêtises. Bon, tant mieux. Mais je pense que ce serait aussi une bonne solution. Ce serait seulement le danger de cette solution, c'est qu'elle vienne après la guerre atomique et pas avant. Mais le tabou de la guerre, ça voudrait dire de transformer l'homme complètement, parce que l'agression et l'agressivité, c'est l'agressivité peut se déployer dans le meurtre privé. On peut tuer sa propre femme, ses enfants, autant qu'on veut. Oui. Mais il y a des gens... Mais la guerre, c'est différent. Moi, j'ai eu cette sensation du tabou quand j'ai vu la guerre de Falkland. C'était une guerre complètement anachronique, dans laquelle sont morts beaucoup de jeunes gens, des milliers, et qui était, comme pour ainsi dire, une guerre conditionnée par la bombe. Les Anglais avaient la bombe dans les bateaux. Ils n'ont pas jeté, mais ils auraient pu la jeter. Donc c'est un jeu, alors c'est plus la guerre. Est-ce que cette préoccupation pour la bombe, parce que vous y mettez beaucoup de temps et vous tenez beaucoup à défendre votre position, oui. Est-ce que ça a modifié votre rapport personnel avec votre propre mort? Avec ma propre mort, non. Je suis assez âgé pour penser que ma mort, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Et oui, tant mieux si je peux faire encore, mais non.
Ça n'a aucun rapport avec ma mort. Puis la mort ne m'intéresse pas beaucoup. Hein. Vous avez déjà dit que vous aviez moins peur de mourir en vieillissant. C'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Est-ce que vous auriez cru être comme ça quand vous étiez plus jeune? J'avais beaucoup plus peur de mourir quand j'étais jeune. Actuellement, je peur de moins en moins. Pourquoi? Oh, parce que c'est comme ça. Parce qu'au fond, la vie n'est pas très, très agréable. Elle est comme ça, elle est un peu ennuyeuse. Tout se répète. Mais pour ça, il faut l'avoir tout vécu. Oui, mais je pense que peut-être il faudrait mourir avant. Peut-être, je ne sais pas. Mourir très jeune, par exemple, c'est très bien. Le suicide chez les jeunes est en augmentation. On le voit dans nos sociétés. S'il y a des jeunes qui vous regardent maintenant et qui vous écoutent, vous qui êtes au bout de votre vie, oui, mais moi, leur dites je que la suis vie... contre le suicide. J'ai même écrit dans mon livre 1934, j'ai dit que du suicide, il ne faut pas mourir, il faut en vivre. C'est-à-dire, c'est le désespoir. Il faut vivre avec son propre désespoir. Même que Kierkegaard disait, il faudrait être désespéré de ne point être désespéré. C'est un point de vue religieux, n'est-ce pas? Le christianisme et aussi le stoïcisme ont toujours dit qu'il fallait être désespéré. Alors le suicide, c'est l'aboutissement un peu absurde du désespoir, voilà tout. C'est une chose... enfin, le suicide, c'est une chose antisociale. Hein. L'homicide est social. Tuer, c'est social. Se tuer n'est pas social. Alberto Moravia, je vous remercie. Rappelons qu'Alberto Moravia, qui est athée, est le plus illustre des écrivains italiens du XXe siècle. Il a publié de nombreux romans, dont Agostino, dans la collection GF chez Flammarion, 1934, La Ciociara et La Belle Romaine, dans la collection J'ai lu chez Flammarion encore, et Boff aux éditions Flammarion. Alberto Moravia a aussi commenté un très beau livre sur Picasso, période bleue et rose, paru également chez Flammarion.